Vous êtes-vous déjà demandé comment une nation peut passer d'un effondrement économique total à une puissance mondiale en seulement quelques décennies? Ou comment un homme ordinaire a pu accéder au pouvoir absolu dans un pays dévasté par la guerre et la crise? Préparez-vous à découvrir le chemin fascinant et troublant qu'Adolf Hitler a parcouru pour devenir le Führer de l'Allemagne. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le parcours tumultueux de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et explorer l'environnement chaotique qui a permis l'ascension de l'un des tyrans les plus infâmes de l'histoire. Comment un pays en ruine a-t-il permis l'ascension de Hitler et quels ont été les événements clés qui ont façonné son parcours vers le pouvoir? Si vous êtes curieux de comprendre les mécanismes derrière l'une des plus grandes mutations de pouvoir de l'histoire moderne et comment les événements historiques s'entrelacent avec l'ascension de dirigeants controversés, continuez à regarder. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun détail de cette analyse approfondie. Pendant une certaine période de l'histoire, le désespoir du peuple allemand était évident. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se trouvait défaite, humiliée, sans défense et sans espoir pour l'avenir. Avec le changement de gouvernement et la signature du traité de Versailles en 1919, l'Allemagne fut tenue responsable de toutes les pertes et dommages de la guerre et dut assumer des réparations lourdes. En janvier 1921, la dette allemande fut fixée à 269 milliards de marks, la monnaie de l'époque, ajustée aux valeurs actuelles. Ce n'était là qu'une des nombreuses pénalités imposées au pays. L'économie de l'Allemagne fut dévastée, rendant la reprise presque impossible. L'argent allemand perdit presque toute sa valeur, et il est rapporté que des personnes se rendaient au marché avec des montagnes d'argent juste pour acheter une seule tranche de pain. L'inflation explosa, le chômage augmenta de manière exponentielle et la souffrance de la population fut intensifiée par la présence de forces étrangères dans le pays. La grande question était, comment le pays sortirait-il de cette crise? La solution trouvée fut la révolution. Le point de rupture se produisit en 1918, encore pendant la Première Guerre mondiale, menant à la fin de l'Empire allemand de Guillaume II. Cet empire était une monarchie semi-constitutionnelle parlementaire fédéraliste et dans ces dernières années, entre 1916 et 1918, il se transforma en une dictature militaire. Cela semble compliqué? Je vais expliquer. Monarchie signifie qu'il y a un roi. Constitutionnel, c'est quand il y a une constitution, c'est-à-dire un ensemble de règles que le roi doit suivre. Dans une monarchie semi-constitutionnelle, le roi a quelques limitations, mais il conserve encore une certaine liberté. Parlementaire signifie qu'il y a un parlement, un organe législatif composé de députés et de sénateurs qui crée les lois. Fédéraliste signifie que le monarque est le chef de tous les États qui forment la nation. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire devint une dictature militaire, un gouvernement autoritaire contrôlé par l'armée. En 1918, l'Allemagne traversait une période de grande instabilité car l'Empire allemand avait cessé d'exister et le pays se retrouvait sans direction définie. La révolution qui s'ensuivit permit d'établir la République, connue sous le nom de République de Weimar, avec Friedrich Ebert comme président. Bien qu'il ait pris le pouvoir, la situation était critique et Ebert dut faire face à de grands défis. Lorsque la Première Guerre mondiale touchait à sa fin, le gouvernement militaire de l'Empire allemand transféra le pouvoir aux démocrates, principalement au SPD, Parti social-démocrate d'Allemagne, dirigé par Ebert. Déjà expérimenté en tant que chancelier sous l'Empire allemand, Ebert fit face à des conditions défavorables. Il dut gérer la défaite de l'Allemagne et signer le traité de Versailles, qui imposait de lourdes responsabilités au pays, telles que la restitution de plus de 15 territoires et le paiement de réparations pour toutes les pertes et dommages causés. Le traité de Versailles comptait plus de 400 articles et ses impositions rendirent la situation encore plus difficile. Bien qu'il ait eu des plans économiques pour restructurer le pays, la République de Weimar eut du mal à les mettre en œuvre en raison des circonstances adverses. Cela généra un sentiment de frustration parmi le peuple allemand, qui considérait le nouveau gouvernement comme faible et regrettait l'ancien empire allemand, qui avait connu des heures de gloire, était maintenant dirigé par quelqu'un qui avait déjà commencé sa carrière sur une défaite. Cette frustration contribua à renforcer les partis opposés à la République. Parmi eux se trouvait le Parti communiste allemand, fondé par Rosa Luxemburg en 1918, et le Parti ouvrier allemand, créé en 1920, qui devint plus tard le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou Parti nazi. Il est important de noter qu'Hitler n'a pas fondé le Parti nazi, il l'a rejoint plusieurs années plus tard. Dans ce chapitre, nous explorons l'origine du parti, ses idéaux et comment Hitler a rejoint le groupe. Un des aspects les plus connus du parti nazi est son antisémitisme radical, amplifié par Hitler. Mais pourquoi les nazis éprouvaient-ils tant de haine envers les juifs? Qu'ont réellement fait les juifs pour mériter une telle hostilité?
Cette haine était basée sur des préjugés et de l'ignorance, et non sur des faits concrets. L'idée prévalente était que l'armée allemande aurait pu gagner la Première Guerre mondiale si elle n'avait pas été sabotée par les politiciens, et par conséquent, par les boucs émissaires, une expression désignant des personnes accusées injustement pour détourner la culpabilité des véritables responsables. Et dans ce contexte, les boucs émissaires étaient les Juifs. Cette idée devint plus tard connue sous le nom de légende du coup de poignard dans le dos, qui prétendait que les socialistes, les bolcheviks et les Juifs s'étaient infiltrés dans l'armée de l'Empire allemand dans le but de saboter l'effort de guerre et de conduire le pays à la défaite lors de la Première Guerre mondiale. À cette époque, la guerre était encore perçue comme un simple conflit, sans la perspective d'une Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1920, de nombreux Juifs commencèrent à se distinguer en tant qu'entrepreneurs, banquiers et investisseurs. La Deutsche Bank, l'une des principales banques du pays, comptait des Juifs dans son conseil d'administration. Cependant, 2 points doivent être clarifiés. Premièrement, beaucoup de Juifs étaient impliqués dans le secteur bancaire et financier parce qu'ils n'avaient pas accès à d'autres secteurs de l'économie. Ils ont été dirigés vers ce domaine et ce n'était pas toujours par choix. Deuxièmement, les Juifs ne contrôlaient pas toutes les banques d'Allemagne et ils n'étaient pas tout prospères. L'idée qu'ils dominaient et manipulaient toutes les banques était une construction et une exploitation des nazis. Leur logique était la suivante. L'armée allemande avançait et conquérait des territoires pendant la Première Guerre mondiale, puis soudainement, elle a perdu. Ce que la population n'a pas compris, c'est que l'argent venait à manquer, soutenir une guerre est extrêmement coûteux, surtout lorsque vous êtes en train de gagner. C'est pourquoi la faute a été imputée aux banquiers, qui, selon eux, étaient les Juifs. Par la suite, cette haine s'est étendue à d'autres groupes, comme les homosexuels, les Roms, les Noirs, les personnes handicapées et les opposants politiques. Cette haine a été alimentée par la théorie de la race aryenne, qui soutenait que les Allemands appartenaient à une race supérieure et que toutes les autres races inférieures devaient être éliminées. Certains sont allés jusqu'à utiliser la théorie de l'évolution de Darwin pour soutenir cette idée. Cependant, le darwinisme social, qui a émergé de cette interprétation déformée, n'avait aucun lien avec Darwin. Le nom n'a été utilisé que pour donner une apparence de légitimité. L'idée était d'appliquer la sélection naturelle, où les plus forts dominent les plus faibles, à la société humaine, et ainsi aucune autre race ne devrait se mélanger avec les Allemands purs, car cela compromettrait la pureté. Le parti nazi a mis du temps à se développer. En 1920, il comptait seulement 60 membres et était peu connu en dehors du groupe. Parmi ses membres se trouvait Karl Mayr, un officier de l'état-major allemand, qui présenta le parti à un jeune homme à la moustache caractéristique, connu sous le nom d'Adolf Hitler. La carrière politique d'Hitler commença bien avant son adhésion au parti nazi. Au départ, il ne prévoyait pas de devenir un politicien. Son souhait était de devenir peintre, mais il a été refusé 2 fois par l'Académie des Beaux-Arts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abandonnant son rêve de devenir peintre, Hitler décida de s'enrôler dans l'armée allemande comme messager pendant la Première Guerre mondiale, recevant même la Croix de fer, une médaille d'honneur militaire. Curieusement, il ne combattit pas pour l'Autriche, son pays natal, mais pour l'Allemagne. Pourquoi fit-il ce choix? À l'époque, l'Autriche faisait partie de l'Empire austro-hongrois, qui avait une composition ethnique très diverse, incluant des Slaves, des Roms et des Juifs. Hitler préférait se battre pour l'armée allemande, qui, en raison de la guerre, acceptait tous ceux qui souhaitaient s'enrôler. Beaucoup de Juifs, d'ailleurs, ont servi dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une anecdote intéressante. Lors de la bataille de la Somme, où l'Angleterre et la France combattaient l'Allemagne, Hitler était du côté allemand, tandis que du côté anglais se trouvait J.R.R. Tolkien, le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux. Pendant la bataille, Hitler fut blessé à l'aine et après avoir été hospitalisé, retourna au front pour subir un nouvel assaut, cette fois au gaz moutarde, qui faillit le rendre aveugle. Il fut de nouveau hospitalisé et une fois rétabli, découvrit que l'Allemagne avait capitulé, ce qui le laissa extrêmement frustré. Comme beaucoup d'autres, Hitler tenait les politiciens et les Juifs pour responsables de la défaite. Malgré son dévouement, Hitler ne fut jamais promu au-delà du grade de caporal, car ses supérieurs estimaient qu'il manquait de compétences en leadership. Après la guerre, Hitler commença à s'impliquer dans la politique, rejoignant plusieurs partis à partir de 1919 et se distinguant comme un nationaliste fervent. Ses discours passionnés dans les bars locaux commencèrent à attirer l'attention. C'est dans ce contexte qu'Hitler entra en contact avec Anton Drexler, le fondateur du Parti ouvrier allemand. Impressionné par les talents oratoires d'Hitler, Drexler l'invita à rejoindre le parti et Hitler accepta, devenant le membre numéro 555.
Pour donner l'impression que le parti était plus grand qu'il ne l'était en réalité, le décompte des membres commençait à partir de 500. En peu de temps, le parti changea de nom pour devenir le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, une idée d'Hitler. Beaucoup de gens se demandent si le parti était vraiment socialiste. La réponse est non. Le mot socialisme fut inclus dans le nom pour attirer plus de sympathisants et donner l'impression que le parti était plus aligné avec les causes sociales. Une autre tâche qu'Hitler entreprit, profitant de ses compétences artistiques, fut de créer un symbole pour le parti. Il dessina un drapeau avec un fond rouge, un cercle blanc et une croix gammée au centre. Ses discours contre le traité de Versailles, les communistes et les juifs commencèrent à attirer de plus en plus de personnes, augmentant ainsi son influence. En 1921, le parti décida de s'étendre et tenta de s'unir au Parti socialiste. Cependant, Hitler s'opposa à cette idée, et grâce à ses talents oratoires, il s'imposa déjà comme la figure publique principale du parti. Il était conscient du poids de sa voix. En signe de protestation, le 11 juillet, il démissionna du parti. Mais en réalité, ce fut une manœuvre politique calculée, car Hitler et le parti savaient que sans lui, le parti n'aurait pas la même importance. Alors, Hitler fit une contre-proposition. Il reviendrait au parti à condition de remplacer le leader actuel, Gregor Strasser. Lors d'un vote tenu le 29 juillet, Hitler obtint 533 voix pour et seulement un contre, devenant ainsi le chef du parti nazi et recevant un pouvoir absolu, même si certains membres du parti n'étaient pas entièrement en sa faveur. Initialement, Hitler n'avait pas l'objectif de devenir président de l'Allemagne, une chose qui paraissait lointaine à l'époque. Son objectif était de rassembler le peuple pour soutenir le candidat du parti à la présidence, le général Ludendorff, qui finit par perdre les élections avec seulement 1,1% des voix. Le slogan d'Hitler était « tout ou rien ». Son mécontentement envers le gouvernement actuel et sa confiance ne faisaient qu'augmenter, au point qu'il et ses alliés tentèrent un coup d'État militaire, qui échoua. Le 8 novembre 1923, Hitler, ses camarades de parti et 3000 autres personnes se réunirent dans un bar et décidèrent qu'il était temps d'agir. Ils tentèrent de réaliser un coup d'État en occupant une caserne, mais la police empêcha la réussite de l'entreprise. Hitler s'enfuit chez un allié et croyant que sa carrière était terminée, envisagea le suicide. 3 jours plus tard, le 11 novembre 1923, Adolf Hitler fut arrêté. Cette période en prison fut cruciale pour sa carrière. En détention, Hitler plongea dans une profonde dépression et pensa également au suicide, mais trouva un nouvel espoir dans sa condamnation. Il serait jugé pour trahison, ce qu'il vit comme une opportunité de s'adresser tant aux juges qu'au public. La stratégie d'Hitler était de se transformer de l'accusé en accusateur. Contrairement à ce qui aurait pu être attendu, il assuma l'entière responsabilité de ses actes, ce qui, paradoxalement, semblait lui profiter. Pourquoi? Parce qu'en étant perçu comme un traître, Hitler devenait un ennemi de l'État aux yeux de ceux qui souhaitaient la fin de la République de Weimar. Il se transforma en un symbole de résistance et d'espoir pour ceux qui voulaient le changement. Le plan d'Hitler a été un succès total. Il est devenu le centre de l'attention lors du procès et a gagné la sympathie du public, y compris celle du juge, qui a été séduit par son discours. Compte tenu du fait que l'accusation de trahison était punie par la peine de mort, Hitler savait qu'il n'avait qu'une seule chance. S'il échouait, son destin serait fatal. Cependant, il a réussi à convaincre le juge que son acte n'était pas si grave que cela. En conséquence, le juge a imposé la peine minimale, 5 ans de prison, et Hitler a été envoyé à Landsberg. Cette prison a été cruciale pour sa trajectoire, car elle lui a donné le temps d'étudier de nouvelles stratégies et d'écrire son livre « Mein Kampf », qui peut être traduit par « Mon combat ». Ce livre est devenu connu comme la Bible des nazis, car il expose son idéologie antisémite et ses plans pour réformer l'Allemagne. Pensez-vous que l'ascension d'Hitler au pouvoir aurait pu être évitée si d'autres nations avaient agi différemment? 1 an plus tard, Hitler a été libéré sous condition et s'est retiré pour mener une vie tranquille à la campagne, ce qui a fait diminuer sa popularité. Cet éloignement coïncidait avec la stabilisation politique et économique de l'Allemagne. Entre 1925 et 1929, les plans Dao et Jung ont contribué à la reprise partielle de l'économie allemande, réduisant le mécontentement populaire. Hitler observait cette phase des adorations des Noirs, où le jazz gagnait en popularité, ce qui ne faisait qu'augmenter son ressentiment. Alors que Charles Chaplin était acclamé à Berlin, Hitler se sentait de plus en plus oublié. Malgré cela, il a continué à peaufiner ses stratégies et son image publique. Après l'échec du coup d'État,
Une leçon importante qu'il a retenue était qu'il devait éviter d'apparaître comme un leader violent. C'est pourquoi il a commencé à se présenter de manière plus respectable, souvent accompagné de chiens et d'enfants, et portant des tenues plus sophistiquées. Après le coup d'État manqué, le parti nazi a été interdit, mais un mois plus tard, Hitler a promis de bien se comporter, jurant de respecter les autorités et de ne rechercher le pouvoir que par des moyens démocratiques. Grâce à cela, le parti a été réhabilité. Pour étendre l'influence du parti, Hitler a nommé Gregor et Otto Strasser, ainsi que Joseph Goebbels, pour renforcer la présence du parti dans le nord de l'Allemagne. Goebbels deviendra plus tard l'un des principaux alliés d'Hitler. Nous arrivons alors en 1929, l'année où la bourse de New York s'effondre, provoquant la Grande Dépression qui a affecté l'économie mondiale et entraîné la faillite de nombreuses banques et entreprises. Le résultat de cette situation a été un climat de chaos et de désespoir. Et tout le monde sait qu'en période de désespoir, convaincre les gens devient beaucoup plus facile. La Grande Dépression a offert à Adolf Hitler une opportunité politique cruciale. La République de Weimar était à son pire moment, notamment après que, à la fin des années 1920, les États-Unis, également touchés par la crise, ont retiré leurs investissements d'Allemagne. En 1929, la situation s'est aggravée lorsque le peuple allemand a soutenu l'idée de ne pas respecter le traité de Versailles et de ne pas payer la dette imposée. Ce sujet est devenu central, et le parti nazi, qui s'est fortement opposé au paiement de la dette, a gagné un soutien significatif lors des élections parlementaires de 1930, qui se tiennent dans un cycle séparé des élections présidentielles. Cette année-là, le parti nazi est devenu une force politique, obtenant 18,3% des voix, soit plus de 6 millions de personnes et 107 sièges au Parlement, devenant ainsi le deuxième groupe le plus important. Heinrich Brüning, élu chancelier, a rencontré des difficultés avec ses politiques impopulaires. Hitler a saisi cette opportunité pour maximiser son impact, dirigeant ses discours vers la classe ouvrière, les travailleurs et les agriculteurs, obtenant ainsi un large soutien populaire. Pendant cette période, Hitler a également finalisé sa transition vers la citoyenneté allemande, renonçant à la citoyenneté autrichienne. En 1932, il a été choisi par le parti nazi pour se présenter à la présidence contre von Hindenburg. La population, désireuse d'avoir un leader capable de transformer l'Allemagne, a embrassé la figure d'Hitler comme une solution. Lors des élections présidentielles, Hitler a obtenu plus de 36% des voix, ce qui correspondait à plus de 13 millions de personnes. Bien qu'il n'ait pas gagné, le vote a démontré qu'Hitler était une figure influente dans la politique allemande. Avec le temps et la poursuite des mesures échouées de Brüning, plusieurs politiciens influents ont fait pression sur Hindenburg pour nommer Hitler chancelier, croyant que cela apporterait le soutien populaire du parti nazi. Malgré ces réserves, le président Hindenburg a finalement accepté, car il n'y avait pas beaucoup d'alternatives viables. Bien qu'il soit facile de prévoir que les choses pourraient mal tourner, à l'époque, Hindenburg croyait qu'il pourrait contrôler Hitler. Ainsi, le 30 janvier 1933, un nouveau gouvernement a été formé et Hitler a pris ses fonctions de chancelier de l'Allemagne. Quelques jours après sa nomination comme chancelier, Hitler prononce un discours mémorable au Palais des Sports de Berlin, qui deviendra l'un des plus importants de sa carrière. À ce stade, il est intéressant de faire une brève analyse des discours d'Hitler, qui sont l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Avant de commencer à parler, Hitler avait l'habitude de créer un climat d'attente en gardant un silence prolongé, forçant les présents à attendre avec impatience le début de ses paroles. Ce silence était stratégiquement planifié. Après cet intervalle calculé, il commençait son discours. Hitler commençait toujours par une lamentation sur la perte de fierté et de confiance nationale, affirmant que le peuple allemand ne supportait plus de souffrir et devait retrouver l'espoir pour l'avenir du pays. Il débutait de manière douce et intensifiait progressivement sa rhétorique jusqu'à atteindre un point culminant. Sa voix et ses gestes accompagnaient cette intensité croissante, cherchant toujours à paraître plus imposant et grandiose. Cette bravoure démontrée dans ses discours était le fruit de longues heures d'entraînement et de répétition. Hitler, en réalité, ressemblait plus à un acteur qu'à un politicien. Les photos prises lors des répétitions montrent à quel point il se consacrait à cette performance. L'énergie et la passion transmises, plutôt qu'une analyse rationnelle, rendaient ses discours extrêmement persuasifs et efficaces pour manipuler le public. Il contrôlait chaque aspect de sa présentation, sachant exactement quand augmenter ou diminuer le ton de sa voix pour maintenir l'attention et souligner ses messages. Dans la Grèce antique, cette technique de discours était appelée la rhétorique, qui fait référence à l'habileté de convaincre par l'argumentation, de dire ce que le public veut entendre sans véritablement avoir l'intention de débattre ou d'écouter d'autres opinions.
L'objectif est de gagner la discussion et d'impressionner le public. Après cette théâtralité, l'audience était conquise. Hitler terminait toujours ses discours sur un ton héroïque et mélancolique, insinuant que lui seul pouvait sauver le pays. Cela se traduisait par une acclamation de la part du peuple allemand, qui commençait à le voir comme la solution aux problèmes de la nation. Avec le pouvoir en main, la première action d'Hitler a été de s'assurer que personne d'autre ne pourrait menacer sa position. Il a empêché l'union des partis d'opposition, évitant la formation d'un gouvernement qui pourrait rivaliser avec le parti nazi. Avec la politique allemande de nouveau en pleine tourmente, Hitler a demandé à Hindenburg de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections pour mars. Le 27 février 1933, un incendie dévastateur détruit partiellement le bâtiment du Parlement. À l'époque, les communistes furent accusés de l'incendie et un communiste fut retrouvé sur place. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles les nazis eux-mêmes auraient pu provoquer l'incendie, bien qu'il n'existe aucune preuve historique concluante à ce sujet. L'incendie a généré une grande peur au sein de la population qui craignait l'ascension des communistes au pouvoir. Cette peur a contribué au renforcement du parti nazi. Sous la pression d'Hitler, le président Hindenburg a décidé de suspendre divers droits civils, y compris la possibilité d'arrestation sans mandat judiciaire. En conséquence, plus de 4000 communistes ont été arrêtés. Lors des élections parlementaires de 1933, les nazis ont obtenu plus de 43% des voix, soit plus de 17 millions d'électeurs, devenant ainsi le plus grand parti au Parlement. Le graphique illustrant l'ascension des sièges remportés par le parti nazi est assez alarmant. Avec cette influence croissante, un nouveau projet de loi, connu sous le nom de loi des pleins pouvoirs, a été adopté. Cette loi permettait à Hitler et à son cabinet de créer des lois sans l'approbation du Parlement, à condition que ces lois ne soient pas incorporées à la Constitution. Avec la loi habilitante, Hitler a pris le contrôle absolu des pouvoirs législatifs et judiciaires. La répression contre l'opposition, en particulier contre les communistes, a considérablement augmenté. De nombreux opposants ont été arrêtés et envoyés dans les camps de concentration nouvellement créés, comme celui de Dachau, à Munich, où ils étaient forcés de travailler. En juin, divers partis, pas seulement de gauche, ont été interdits. En juillet, le parti nazi est devenu le seul parti légal en Allemagne. Peu de temps après, a eu lieu la nuit des longs couteaux, un événement au cours duquel les adversaires politiques d'Hitler, y compris certains membres du parti nazi lui-même qui s'étaient opposés à son ascension, ont été arrêtés et exécutés. Parmi les exécutés se trouvait Ernst Röhm, le seul à avoir voté contre Hitler. Beaucoup dans la population croyaient que cette répression violente était nécessaire pour restaurer l'ordre dans le pays. Le président Hindenburg, en apprenant ce qui se passait, fut profondément perturbé, mais il ne pouvait guère faire quelque chose. En 1934, Hindenburg décéda, déjà affaibli par l'âge et des problèmes de santé. Coïncidence, la veille, le cabinet avait approuvé une loi qui, en cas de décès du président, dissolverait la fonction et concentrerait tous les pouvoirs entre les mains du chancelier de l'Allemagne. Ainsi, le 2 août 1934, Hitler a pris à la fois la position de chef du gouvernement et de chef de l'État, devenant officiellement le nouveau Führer de l'Allemagne. Dès ce moment, le pays a plongé dans une période de désastre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-nous un commentaire en nous disant de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo maintenant. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets sombres sur le passé. Pour en découvrir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Merci d'avoir regardé, on se retrouve là-bas.